5 minutes, 2 minutes, 30 secondes, puis je vais faire un décompte les 10 dernières secondes avec les doigts. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Le jury ne peut pas vous interrompre durant votre présentation. Suite à votre présentation, le jury bénéficiera d'une période de questions de 5 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Et bien, notez que lors de la période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. C'est à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question. Et bien, notez que dans aucun cas, vous ne pouvez dévoiler le nom ou la provenance de votre université à risque d'être disqualifié. Je vais maintenant laisser les juges se présenter et ensuite, vous allez pouvoir décrire votre présentation. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Moi, c'est Mélanie, donc je suis directrice acquisition de talent pour Cascade. Enchanté. Bonjour, moi c'est Amélie, chef de catégorie B2B chez Groupe. Bonjour, moi c'est Julie, je suis chef marketing des comptes stratégiques pour le groupe ici aussi dans le. Bonjour, moi c'est Annabelle, je suis chef de marque sur Cascade. Enchanté. Bonjour, Julie Boulian, coordonnatrice au don et commandite chez Cascade. Allô, moi, mon nom c'est Jessica Ménard, je suis rédactrice de cas et je suis également étudiante à la maîtrise en marketing à l'Université de Sherbrooke. Enchanté. Allô, moi c'est Laurence Aubé-Comeau, puis je suis également rédactrice de cas et j'étudie également à la maîtrise en marketing à l'Université de Sherbrooke. Jadis, le travail, c'était vu un peu comme une tâche, mais c'est plus comme ça maintenant. Encore moins quand on travaille chez Cascade. C'est aussi être acteur de changement. C'est une façon de faire des rencontres qui vont nous marquer pour la vie, mais également de mettre nos convictions et nos idées de l'avant. Donc, tranquillement, le travail se fait remplacer par la passion. Et ça mérite d'être vécu avant même de vivre. Ça mérite pas seulement d'être dit, mais d'être ressenti. Parce que les petits ruisseaux d'aujourd'hui vont faire les grandes cascades de demain. Et qu'est-ce qui se passe à 24 degrés? En fait, on est vraiment heureux d'être là aujourd'hui en tant qu'agence de communication créative. Et ce qu'on doit dire, c'est qu'on brasse des bonnes idées. On est vraiment fasciné par le processus de fabrication de la bière et on s'en est inspiré. Parce que quand on y pense, ce processus-là, il est à la fois précis, rigoureux, mais aussi créatif. On prend des ingrédients, on les met dans une cuve et tranquillement, ça refroidit. Ça refroidit. Ça refroidit jusqu'à un moment clé, jusqu'à 24 degrés. Où on ajoute la levure et c'est ce qui fait que le produit va donner ce qui va être à la fin, ce goût de bière qu'on apprécie finalement. Et nous, on a décidé de s'en servir pour finalement faire notre mission. On comprend votre industrie, votre environnement. Et à 24 degrés précisément, on ajoute notre touche de créativité qui va faire lever le message pour les bonnes personnes. Et notre but, c'est de faire des stratégies de communication à goût unique. Donc, peu importe les défis, on est prêt pour la diversité de mandats. Et en parlant de diversité, c'est une des valeurs qui nous guide pleinement chez 24 degrés. En fait, on aime la diversité d'idées, mais on est lié d'un maillage entre la créativité et l'analytique. Et nous aussi, on croit que le plein potentiel de notre talent est collectif. On est curieux. On n'aime pas s'arrêter à ce qu'on voit. On aime tester des choses, un peu comme un certain monsieur le maire qui jadis a mis dans son mélangeur dans sa cuisine du papier pour tester en faire du papier en fibre recyclée. Et on a de l'audace, parce que la pression de nos fûts brise les barrières. Et comme avoir fondé une entreprise avant même que les valeurs soient celles d'aujourd'hui, entièrement vertes, on est fiers puis on veut aller plus loin. Comment on fait des campagnes durables finalement chez 24 degrés? Ben, on trouve vos saveurs uniques, votre parler vrai, votre cœur au ventre, votre respect de nature. On le mélange ensemble avec notre vision. Et finalement, on fermente le tout jusqu'au 24 degrés où on peut créer des campagnes qui vont être durables et s'immiscer dans le temps. Laissez-moi sans plus tarder nous présenter. Moi, c'est Lewis, je suis à la création. J'aime signer des campagnes créatives, mais surtout, ça devient plus facile avec des entreprises comme ça. Je me présente, Cédric, à la stratégie. Moi, j'ai envie de comprendre l'environnement, voire même les ingrédients nécessaires à l'élaboration d'une bonne stratégie. Moi, c'est Anne-Sophie, aux médias. Mon rôle, vraiment, c'est de s'assurer que le message qu'on veut passer va aux bonnes personnes, au bon moment et avec les bons médias. Et je me présente, Jonathan, je suis au service conseil. Moi, je vous aide vraiment à ajuster, dans le fond, votre stratégie avec les nôtres. Dans le fond, j'ajuste la température de vos idées pour s'assurer que notre campagne répond à vos objectifs stratégiques. On va commencer aujourd'hui. Le plan de match, c'est vraiment de montrer l'interprétation du mandat qu'on a reçu de votre part. Par la suite, ça va vraiment être d'analyser votre environnement dans lequel vous évoluez et on va finir en force avec notre grande idée. Donc, ce qui est à comprendre aujourd'hui, vous nous avez donné un mandat, on l'a transformé en défi. Un défi de comprendre votre entreprise et de répondre à vos besoins grâce à une campagne de communication marketing. Et pour répondre à ce défi-là, nous, chez 24 degrés, le processus est assez simple. On prend tous les ingrédients de votre environnement, on les brasse, on les fermente, puis on attend tranquillement
et on attend que ça refroidit pour atteindre le 24 degrés, notre quantité. Et ça part avec l'analyse. Pour commencer, on était tellement contents de travailler pour Cascade, non seulement parce que vos valeurs rejoignent les nôtres, mais aussi vous êtes une entreprise avec une richesse de votre histoire, une richesse dans vos propos, et ça tourne autour d'un principe au cœur de votre stratégie, qui est le principe de revalorisation. On a vraiment trouvé que c'était super intéressant tout au long de l'histoire de votre bagage. C'est vraiment un concept qui est revenu à plusieurs fois. Tout d'abord dans l'origine, que ce soit pour la première usine qui a dû être achetée, revalorisée, toutes les parties de là. Également dans le modèle d'affaires. C'est pas pour rien que vous êtes le plus grand acheteur de matières recyclées au Canada. Ça fait vraiment partie du modèle d'affaires d'acheter des matières, de les revaloriser pour ensuite en faire quelque chose qui va être distribué à des consommateurs. Et ça se transmet également dans l'humain. Oui, par votre fondateur, M. Lemaire, qui a dû se revaloriser lui-même, qui a décidé de faire des petits tests lui-même suite à la perte d'un emploi. Mais ça c'est une valeur qui se transmet également à tous les cascadeurs, cascadeuses qui travaillent chez vous aujourd'hui, qui vont travailler dans le futur et qui se disent « je veux aller dans cette entreprise-là » parce que je trouve que c'est un beau but de revaloriser tout, de tout revaloriser simplement. Donc, de notre analyse, il est ressorti 3 grands besoins qu'on veut garder en tête pour le reste de nos recommandations. Et puis, le premier, c'est le contrôle des coûts. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un environnement très compétitif. Oui, il y a de l'emballage de carton, mais également plusieurs autres matières comme le plastique, le polystyrène et ainsi de suite. Et ça met beaucoup de pression à la baisse sur les coûts. Et simplement, il faut être capable de gérer ces coûts-là, par exemple, en usine, il faut que ce soit efficace. Et donc, ça passe également par une bonne main-d'œuvre qui est capable d'être efficace en usine. Un autre besoin, un autre défi plutôt, est lié à l'emplacement. Donc, nécessairement, le recrutement est plus difficile quand c'est dans des régions éloignées ou dans des régions très compétitives. Donc, ça, c'est un autre point à garder en tête, surtout que vous avez plusieurs emplacements. Et finalement, le recrutement de personnel, ça, on l'a vu même dans votre rapport annuel, c'est considéré comme un de vos gros risques de recruter du personnel qualifié. Et ça s'explique tout à fait, en fait, parce qu'on peut voir dans l'environnement aussi. Donc maintenant, le marché de l'emploi, comme je viens de dire, c'est considéré comme un de vos risques, mais c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que le taux de chômage, oui, il y a eu une petite augmentation à cause de la pandémie, mais on revient à des taux extrêmement bas. Et en fait, on est même aux États-Unis, on est rendu à 4%. Proche du 4%, c'est vraiment considéré difficile d'aller plus bas que ça parce qu'il y a tout le temps une partie de la population qui n'est pas employable de toute façon. Et ça, c'est le taux de chômage, mais également le taux de postes vacants qui ici a un double effet. Oui, il y a des postes vides, mais en plus, avec la reprise économique, on crée des nouveaux postes, mais qui sont quand même difficiles à combler. Donc ça, c'est vraiment un double effet ici, ce qui complique la chose. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut mettre l'employé de l'avant simplement. Si l'employé est content et productif, ça va se ressentir du côté du client. Le client qui était plus la priorité par le passé, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on comprend qu'on doit mettre l'expérience employée de l'avant, surtout par les besoins qu'on vient voir. Donc ça, comment ça se traduit chez Cascade? On s'est intéressé un petit peu aux gens que vous voudriez recruter, par exemple, et il y a 2 grosses catégories qui sont sorties. Par exemple, pour les études supérieures, donc le personnel qualifié sur ton bureau, on peut voir que le taux de chômage est extrêmement bas, et comme on l'a vu plus tôt, c'est même pire aux États-Unis, donc on peut simplement assumer que c'est encore plus difficile là-bas. Mais il y a également les études postsecondaires, donc tout ce qui est certificat, qui est quand même un taux très très bas, donc c'est un élément à garder en tête, surtout pour le recrutement en usine. Parlant d'usine, dans le fond, il y a un double effet ici qui peut compliquer la chose, surtout dans des bureaux éloignés parce qu'il y a un plus petit bassin de population. Donc, c'est plus compliqué de recruter nécessairement. Mais à l'inverse, pour les emplacements qui sont dans des secteurs plus compétitifs, dans des quartiers industriels où il y a beaucoup d'entreprises, là, c'est vraiment une compétition pour recruter les talents, surtout quand les conditions de travail sont semblables. Donc, il va falloir penser à d'autres stratégies pour justement aller pallier à ça. Il y a également sur le marché de l'emploi 4 paramètres à considérer. Premièrement, il y a une pénurie de main-d'œuvre. On vit vraiment une pénurie de talent présentement. Premièrement, il y a une population qui est assez vieillissante. Donc, on a vu avec la pandémie, les 55 ans sont soit qui prennent leur retraite un peu plus tôt, ils décident simplement de ne pas retourner sur le marché du travail dû aux mesures sanitaires, mais les besoins en talent sont quand même croissants sur le marché de l'emploi. Aussi, on a vu la relation de pouvoir a beaucoup changé. Avant, l'employeur avait beaucoup l'opportunité d'avoir le pouvoir entre les mains, mais maintenant, c'est beaucoup l'employé qui a le choix, puis il fait beaucoup des choix pour lui maintenant. On a vu aussi que les attentes des générations sont différentes. On voit 4 générations sur le marché de l'emploi présentement. C'est autant difficile au niveau du recrutement, mais au sein de l'entreprise aussi à gérer. Puis, on l'a vu sur le marché de l'emploi, il y a une concurrence assez féroce sur le marché, donc il faut être vraiment capable de se démarquer.
On a vu aussi une tendance qui est mondiale, soit la grande démission. La grande démission, ce qui est arrivé aux États-Unis d'avril à septembre 2021, c'est plus de 24 millions des gens aux États-Unis qui ont quitté leurs emplois, soit pour une question de salaire, leur bien-être, ou même pour la possibilité d'avancement. Ils voulaient vraiment remettre de l'avant ce qui était vraiment au cœur d'eux-mêmes, puis d'aller chercher un emploi qui les représentait vraiment. Aussi, ça fait en sorte qu'on a besoin d'une bonne gestion du changement dans une entreprise. Il faut être à l'écoute de nos employés, mais aussi à l'écoute de leurs besoins, puis leur mentionner qu'on va être fidèle avec eux, puis on va leur donner une possibilité d'avancer au sein de l'entreprise. Donc, suite à nos analyses du marché, on a été vraiment curieux, puis on est allé voir c'est qui les cascadeurs potentiels. Avant ça, on avait quand même 2 paramètres à prendre en considération. On l'a vu avec la pandémie, beaucoup de choses ont changé, mais non seulement aussi l'emploi que les gens ont décidé d'avoir. On a regardé aussi qu'il y avait 4 générations sur le marché, mais que la population active qui allait sur le marché plus tard était vraiment la prochaine génération, soit les 16 à 24 ans. On a vu également que d'ici 2025, 50% de la génération Z allait représenter la population active. Donc ça veut dire qu'ils vont être en recherche d'emploi ou qu'ils ont un emploi étudiant présentement. Donc c'est super intéressant d'aller les fidéliser et les garder à long terme au sein de votre entreprise. Pour nous, les cascadeurs de demain, on les a appelés les réalistes. C'est qui les réalistes? C'est les 16 à 24 ans. Il y en a 20 millions aux États-Unis et 7 millions au Canada. C'est qui les réalistes, les cascadeurs de demain? Ils misent sur la collaboration. Ils sont vraiment soucieux également de leur environnement puis de leur futur. Ils sont prudents et réalistes. Bien sûr, avec tout ce qu'on a vécu dans le passé, ils font des choix qui sont vraiment pour eux, mais aussi pour leur communauté. On a vu également qu'au sein de l'entreprise, 60% d'entre eux veulent contribuer à changer le monde quotidiennement dans l'entreprise, mais dans leur vie également. Ils ont une fibre entrepreneuriale super énorme. Ils veulent pouvoir partager leurs idées et créer avec vous le monde de demain. Ils sont également axés sur la communauté. La responsabilité sociale de l'entreprise, est super importante pour eux. Ils le considèrent tout le temps dans leur choix. Puis finalement, leur motivateur, oui, bien sûr, il y a le salaire qui est un facteur déjà super important de base, mais maintenant, c'est vraiment plus que ça. Ils veulent vraiment avoir la possibilité d'évoluer avec vous, mais pour eux également. Et donc, comment on fait pour communiquer, pour les attirer vers nous? Premièrement, il faut offrir une souplesse, un équilibre vie-travail est super important pour eux. Il faut être également leur montrer qu'ils peuvent contribuer au progrès, mais aussi aux résultats de l'entreprise. Il faut leur montrer aussi qu'il y a une possibilité d'avancer puis qu'ils peuvent être créatifs avec vous dans l'entreprise. Puis, il faut commencer à planifier leur avenir dès maintenant. Il faut arriver vers eux sans même qu'ils sachent qu'on est là. Donc, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que les employeurs doivent communiquer une flexibilité, se soucier du bien-être de leurs employés, de la réussite également de ceux-ci, puis d'avoir un équilibre qui est vie-travail. Mais comment on fait ça? Le message est super important et bien véhiculé. Il faut faire vivre ce contenu-là. Premièrement, en misant sur la vidéo, on a vu que les réalistes passent 80% de leur temps sur YouTube. Donc, ils ont une soif de découverte, ils aiment ça vivre des expériences à travers la vidéo. Il faut également avoir du contenu qui est vendeur. Donc, il faut vendre des expériences, il faut leur montrer aussi qu'on est authentique, puis on a 6 secondes seulement pour capter leur attention puisqu'il y a plein de contenu. Donc, il faut que notre contenu soit unique, marquant et qui fait vivre une expérience. Et pour propulser ce message-là, la solution, c'est la marque employeur. Pourquoi chez Cascade, vous pouvez vous le permettre? Parce que vous offrez les conditions de base. Au niveau de la rémunération directe, vous avez des salaires très compétitifs, des avantages sociaux, les partages de profits qui est une initiative super intéressante. Et au niveau de la rémunération indirecte, vous avez les avantages sociaux. Vous avez le programme d'aide aux employés. Donc, la question se pose, sur quoi peut-on capitaliser? Et c'est la fameuse marque employée. Mais pourquoi c'est important une bonne marque employée? On le sait sur le marché, le plus grand obstacle pour les candidats qui postulent pour un emploi, c'est de ne pas connaître la réalité dans laquelle ils s'embarquent. C'est la marque l'employeur, qui va vraiment aider à un futur employeur de connaître et d'avoir une impression de savoir dans quelle réalité il s'embarque. Et ça crée des écarts de perception aussi. Quand on a une marque employeur qui est plutôt faible, on n'a pas l'impression de connaître dans quoi on s'embarque. 19% affirment qu'il y a une concordance et non une disconcordance entre ce qui est dit et la réalité. Donc, seulement un employé sur 5 croit que c'est la vraie chose qu'on se fait communiquer. Et quand on vient améliorer notre marque employeur, on a 3 employés sur 4 sont maintenant susceptibles de recommander cette marque-là à l'employeur, créer une opinion favorable, créer du bouche à oreille, améliorer le recrutement, etc. Au final, la marque employeur, c'est un engagement. C'est une promesse que vous, Cascade, dites à vos potentiels cascadeurs. Venez travailler chez Cascade, ça va être ça. Ça va être comme ça, puis on communique de la façon. Quand ils vont venir chez vous maintenant, ça va être comme ça qu'ils vont le vivre. Ça va fidéliser
davantage les cascadeurs potentiels. Parce qu'on est curieux, on est allé voir quelques campagnes de marque employeur pour se donner des idées. On a AIM ici avec le slogan « Es-tu forgé pour AIM ». AIM, c'est des travailleurs de matériaux recyclés. C'est très lourd comme travail. Donc, ils sont vraiment concentrés sur améliorer la fierté de l'emploi et mettre l'individu au milieu des vidéos et des médias qu'ils utilisaient. Par la suite, on a la campagne de Cabico. Cabico, eux, c'est le même principe, c'est du travail d'usine surtout. Il y a quand même du travail d'administration, mais ils ont misé sur la culture de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est pour Cabico? C'est quoi? Comment tu vas te sentir à travailler Cabico? Et puis le dernier, on a Exceldor qui, eux, sont vraiment avec la fierté entre nos mains, ça le dit très clairement. C'est la fierté sur laquelle ils sont basés. Et puis, ils voulaient vraiment valoriser le dur métier de transformateur de volaille pour vraiment aller chercher ces gens-là et les fidéliser à la marque. De ces campagnes-là, mais également des autres campagnes qu'on a vues sur le marché qui se sont faites par le passé, il y a deux éléments qui ressortent à chaque fois. D'un côté, il y a l'unicité et la culture, donc vraiment comment l'entreprise se distingue par sa marque employeur, comment elle va vraiment attirer l'attention par les valeurs qu'elle émet. Et de l'autre côté, il y a la fierté associée à l'emploi. Ça parce que c'est un travail extrêmement difficile avec AIM, que c'est des gens qui ont de la misère à finir leurs chiffres parfois, donc il faut vraiment comprendre et valoriser ces gens-là parce qu'ils sont fiers et donc c'est vraiment la fierté de l'emploi qui vont les garder en fait. Ils vont continuer à faire ça pour eux parce qu'ils sentent que c'est pas tout le monde qui serait capable, ainsi de suite. Donc là, ça, c'est vraiment deux éléments, mais Cascade pourrait tout à fait se positionner au milieu de tout ça. Par la revalorisation, les gens sont fiers de contribuer à revaloriser les matières premières, ils sont fiers de contribuer à ce qu'ils font, à ce qui est mis sur le marché, mais également par les valeurs qui sont mises de l'avant, simplement parce que le modèle d'affaires, tout ce qui est par rapport à Cascade et par rapport à la revalorisation, ça, c'est une super belle culture qu'il faut mettre de l'avant. Et ça, Cascade peut vraiment se permettre d'être au milieu de tout ça. Par contre, là, il y a vraiment une différence entre les deux. Il y a un espace, un gap, si je pourrais me dire. Et ça se ressent même dans la perception actuelle sur les marchés. Écoutez, c'est rien de scientifique, mais on s'est intéressé un peu à ce que les gens autour de nous percevaient de votre marque employeur, plus particulièrement. Puis c'est sûr qu'il y a un côté plus traditionnel qui est ressorti. Puis ça, on peut le comprendre parce que vous avez un historique très fort au Québec. Mais les nouvelles générations sont peut-être un petit peu moins exposées à cet historique-là. Donc, c'est plus traditionnel. Donc là, il faut vraiment trouver le moyen de communiquer les super belles valeurs qui viennent rejoindre les générations plus jeunes de par la revalorisation particulièrement. Et donc, ce qu'il faut garder en tête essentiellement, c'est l'expérience employée. L'employé, parce qu'on l'a vu, c'est une ressource rare, très rare en fait même actuellement. Et si l'employé performe, nécessairement le client va en profiter. Mais l'autre mot-clé, c'est vraiment l'expérience. L'expérience, c'est la meilleure preuve qu'il n'y a pas. Surtout s'il y a un écart entre ce que la personne perçoit et ce qu'elle va faire en entreprise. Si elle a le sentiment qu'elle est en train de vivre un peu ce qui se passe dans l'entreprise, c'est là qu'elle va être capable de se dire « OK, il n'y a pas un écart, je vais faire confiance et je vais aller de l'avant avec l'entreprise. » Donc, c'est le moment. On est maintenant à 24 degrés et on aimerait vous partager notre idée. En fait, signer Cascade. D'abord, j'aimerais qu'on pense au phénomène d'une signature. C'est quoi? C'est très intrinsèque, une signature. Ça part de nous et ça vient dire qu'on acquiesce à ce qui va se passer. Avec cette idée-là, on vient créer un pont entre les cascadeurs actuels et ceux de demain. Parce qu'ils sont en train de dire qu'ils acquiescent à ce qu'ils sont, ils sont fiers de l'être. Et de ce fait, on met carrément de l'avant leur expérience à eux. C'est un changement de paradigme dans la façon qu'on le fait. Autrement, les marques qui s'affichent parlent de eux, mais cette fois-ci, c'est les employés qui vont parler de leur marque et dire pourquoi ils sont fiers, mais intrinsèquement parce que c'est une signature, c'est pas juste des paroles. Et comment on veut vraiment le faire? Mais d'abord, c'est qu'avec cette façon-là, les nouvelles générations, ils veulent être acteurs de changement. Ils veulent pas seulement avoir un emploi. Donc, Signer Cascade vient les rejoindre, vient faire de eux un ambassadeur, mais pour ceux à l'interne aussi. Donc, on vient les mobiliser. Puis finalement, on vient revaloriser l'expérience employée qu'on a réussi à avoir déjà à l'interne, qui est super le fun et très forte. Donc, ce qu'on vient faire, c'est raconter l'histoire riche que vous avez, mais d'une manière différente à la nouvelle génération. Et là, avant de se quitter, on voulait vous laisser sur quelques pistes d'inspiration sur la manière qu'on pourrait appliquer le fameux Signer Cascade. Donc, d'abord, communiquer à ce quoi les cascadeurs prennent part actuellement des faits de leur quotidien dont ils sont fiers, c'est pourquoi ils vont travailler. Mais au lieu de simplement le communiquer, c'est signé par eux, c'est signé Cascade. Ils endossent ce phénomène-là. Ensuite, on pourrait aussi partager du contenu. Je vous rappelle que l'expérience demeure la clé. Et si on part d'un cascadeur, par exemple, qui envoie une lettre réutilisable, compostable, on s'entend, on va faire des trucs durables, et qu'il envoie un nouveau cascadeur,
Et bien encore là, il s'est interpellé, il comprend la réalité que c'est de travailler dans cet endroit-là et on vient briser ce paradigme de c'est seulement l'entreprise qui communique. Non, c'est signé cascadeur. Et pour terminer, on est audacieux, on aimerait ça activer également. Donc par exemple, dans un musée immersif, on raconte l'histoire riche, je vous ai dit, d'une façon différente pour vraiment vivre l'expérience. Et ça nous permet de briser les barrières, briser la perception qui existe. Donc les cascadeurs de demain nous inspirent, mais signer votre campagne pour celle-ci nous inspire encore plus. Donc on espère collaborer avec vous. Nous sommes prêts à prendre vos questions. Donc, la période de questions de 5 minutes est limitée. Je vais commencer. Ma question est sur. Là, vous avez parlé beaucoup de marque employeur, c'est bon, comment on communique. La différence, vous avez parlé des États-Unis, du Canada, est-ce que vous voyez une différenciation entre la façon d'aborder les deux marchés ou pour vous, c'est une marque employeur pour tout le monde? Définitivement, il y a une différence, particulièrement, je dirais, Québec et hors Québec, si je peux me permettre. Comme l'histoire de Cascade est très, très riche au Québec, et même par le nom, on peut comprendre que c'est une entreprise québécoise. Donc, c'est sûr qu'on peut miser un petit peu plus sur cette histoire-là de communiquer les valeurs. Tandis qu'ailleurs, hors Québec, aux États-Unis, par exemple, là, c'est vraiment plutôt les valeurs. Les valeurs sont là depuis longtemps, elles sont bien assises. Mais par contre, ça va être important de les communiquer aux bonnes générations, vraiment les gens qui vont se sentir interpellés. Donc oui, définitivement, il y a une différence, mais je dirais plus au niveau culture francophone et culture anglophone qu'il y a une différence. Oui, vas-y, bien sûr. Moi, c'est pas sur le sujet de la présentation que vous avez fait. Vous m'avez vraiment convaincu que vous comprenez bien la marque employeur. C'est une question de curiosité. Êtes-vous allé voir les offres d'emploi? Je pensais oui. On est allé voir les offres d'emploi, en effet, surtout des compétiteurs. Et c'est vraiment, on s'est concentré pour la compétition au niveau de l'emploi et non de l'entreprise, l'industrie en tant que telle. Parce que l'emploi en usine ou en administration, Cascade l'offre autant qu'Excel d'or, IM, des trucs comme ça. Puis on a réalisé qu'au niveau des salaires, c'était très compétitif Cascade. Il y en avait d'autres justement qui avaient peut-être un meilleur salaire, mais vous compensiez avec votre partage de profit, par exemple. Donc, oui, on est allé voir le type d'emploi, on est allé voir même les avis sur LinkedIn, Indeed et tout. Puis il y avait autant des commentaires qui sont revenus un peu à notre sondage qu'on a fait là, avec les perceptions aujourd'hui. Il y avait autant de beaux commentaires que ces mêmes commentaires-là se retrouvaient de l'autre bord en tant que tel. Fait que c'est pour ça que notre campagne se passe là-dessus. J'ai une question. En fait, j'aimerais ça savoir, vous avez axé sur la marque employeur. Comment vous voyez cet élément-là à travers les différentes branches de Cascade? Parce que Cascade, c'est pas juste un axe, il y a plusieurs axes. Comment vous voyez ça? Donc, ce qui est le fun avec l'élément signé Cascade, c'est pas restrictif à la marque employeur parce que être ambassadeur d'un produit, ça fonctionne très bien. Donc, on peut réappliquer le même concept pour signifier qu'on est fier de faire ces produits-là de la façon qu'ils sont faits au niveau de signé Cascadeur. Donc, on s'est intéressé aussi à cette dimension-là. Pour les bienfaits aussi, on l'a appliqué dans une marque employeur, mais si l'employé est mobilisé, fier de faire son travail, les répercussions sont aussi commerciales. Donc, c'est une campagne qui se décline facilement dans le cas où on veut remettre un produit de l'avant, remettre une marque de l'avant. On peut l'appliquer encore, c'est signé Cascade au lieu de signé Cascadeur. Et la base reste la même, c'est l'expérience qui permet de propulser l'entreprise. Oui, parfait. Là, je veux juste savoir si vous voyez une différence dans votre stratégie, de la manière de l'apporter ou de venir rejoindre peut-être plus les gens, tout dépendant du poste qui va être demandé. Là, vous m'avez parlé, vous avez vu les postes d'emploi, en tant de bureau que d'usine. Est-ce que la campagne va toucher les deux de la même façon ou est-ce que je veux juste savoir comment vous pensez peut-être de venir rejoindre chacun différemment? C'est ça qui est le fun avec notre campagne, elle se décline super bien. Signé Cascadeur, je peux autant l'appliquer en montrant en étant dans l'usine, mais je peux me montrer aussi en étant dans un bureau et ça se décline super bien. Je peux être fière autant en faisant partie du processus de la chaîne de production, mais je suis autant importante si je fais partie du bureau administratif. Donc, c'est ça qui est le fun, les réalistes vont pouvoir se retrouver autant dans une usine que dans un côté administratif. J'aurais une autre question, je fais du pouce un peu sur ce que tu viens de dire. Dans une optique où on se rend compte que nos profils de travailleurs en usine ne consultent pas du tout les médias sociaux. Si on veut recruter la nouvelle génération, j'espère qu'ils sont tous sur les médias sociaux. Le profil de nos gens en usine sont un petit peu moins branchés.
avez-vous réfléchi à ça? Oui, tout à fait. Donc, quand on a débuté, on a pris en considération les 4 générations et puis on a vu que celle qui arrivait, c'était la Z, donc on s'est concentré particulièrement à eux au niveau d'acquisition. Par contre, on a conservé des méthodes d'affichage telles que en fait, on a conservé des méthodes d'affichage plus traditionnelles dans le début de la campagne. Là où ça change, c'est surtout vers la fin parce qu'on veut raconter une histoire différemment. C'est très bien fait actuellement de votre côté, cette histoire-là sur le site web, les vidéos. Mais pour les jeunes, il faut le faire à niveau expérience. Donc, les premiers éléments de la campagne sont beaucoup plus traditionnels. Dans des secteurs d'usine, on peut très bien changer la signalisation pour dire que c'est signé cascade ici. Puis, les gens peuvent se diriger vers ces usines-là parce qu'on pense à des quartiers où la compétition est très forte. Donc, tout à fait, on conserve des méthodes traditionnelles et numériques aussi. La période des questions est maintenant terminée. Ben, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.